Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir! Avec nous ce soir, 3 terriens de choix. Zazie! Zazie, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Alors, en 10 ans de Salut les terriens, vous n'êtes jamais venu dans cette émission. Faut dire que j'avais décidé d'inviter les gens par ordre alphabétique. Laurent Ournac. Laurent Ournac, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais quand même vous poser la question que tout le monde se pose en vous voyant. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes le vrai Laurent Ournac? Non, les joues, peut-être. Ah ben voilà, c'est lui. Ah ben oui, c'est Laurent Ournac. Et Ahmed Silla. Ahmed Silla, mesdames, messieurs, l'humoriste qui fait le mieux le noir depuis Michel Leb. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann qui se livre dans son autobiographie « T'as une tâche, pistache », publiée chez Michel Lafon. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréments de Fortune ». Et maintenant, voici Tom Villa. Comment ça va, Thierry? Eh ben, depuis ton succès de la semaine dernière Ouais. à la place de Guillon, maintenant, t'as droit à une musique d'entrée. C'est la classe. C'est génial. Mec, Alors, je m'emballe pas non plus, parce Non. que tout à l'heure, il y a eu la répartition des loges, ils m'ont mis dans les chiottes, donc c'est pas gagné. Voilà, je tiens à le préciser. Petit débrief de l'émission de la semaine dernière, Thierry. Gros buzz. Christina Cordula a annoncé que par amour pour son mari, elle était prête à aller dans un club échangiste. Eh oui. En plus, elle veut aller dans un club échangiste avec son mari. ouais, C'est débile. oui. C'est comme aller, je sais pas, à la boulangerie avec son pain, ça n'a pas de sens. Ouais, alors, très beau plateau ce soir, Thierry. On reçoit Laurent Ournac. Laurent Ournac, c'est l'homme qui a prouvé à TF1 qu'on pouvait perdre du poids sans participer à Koh-Lanta. Non, mais c'est vrai. Non, on va en parler 2 secondes. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Vous avez perdu 50 kilos. Enfin, perdu. En fait, ils vous ont retiré un morceau de l'estomac. Donc, la formule exacte, c'est pas j'ai perdu 50 kilos, mais j'ai vidangé 50 kilos. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, il y en a un qui fait la gueule, c'est votre sosie. Parce que le mec, pendant 10 ans, il a bouffé de la merde. Là, du coup, il a été obligé de se teindre les cheveux en rose, il fait sosie de Loana. Alors. Non, mais... Zazie. J'ai rien dit, moi. Non, ne vous inquiétez pas, Zazie. Pour le public, c'est Zazie. Pour les impôts et vos parents, c'est Isabelle Marianne de Truchy de Varennes. Voilà. Alors, Zazie, vous êtes coach dans The Voice depuis 2 ans et vous avez déclaré avec Jennifer qui s'en va, je vais devoir porter plus de jupes ou mettre un kilt à Garou. Alors, je préfère la première option parce que Garou, si on respecte les traditions du kilt, si tout est proportionnel à sa voix, il va faire peur aux gamins. Je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Ahmed Silla, Ahmed, le grand public, vous avez découvert avec On ne demande qu'à en rire. Exact. Et le tout petit public vous a découvert avec l'Académie des Neufs sur Énergie 12. Non, alors j'ai regardé une émission, c'était vachement bien, et j'ai fait putain, sans déconner, Denise Fabre est encore en vie, j'étais pas au courant. Non mais c'est vrai. Alors Ahmed, vous avez fait beaucoup de scènes ouvertes à vos débuts. Alors j'explique aux téléspectateurs ce que c'est une scène ouverte. C'est le principe, c'était debout, tu fais marrer les gens sans être payé à la fin. C'est un petit peu comme un stage chez Ardisson. Alors. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Laurent Ournac. Vous avez une perte de poids impressionnante. Hein. Du coup, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Vous avez perdu de partout. Non, l'avantage quand on maigrit, c'est que tout ce qu'on perd, on le gagne ailleurs. Ah. Non, mais en termes de... Non, je veux dire, non, parce que tu vois, parce que je veux dire, non, pas comme ça, pas fort. On l'appelle la bûche. Voilà, c'est comme mais... Zazie. Zazie, avant tout le monde vous appelait Zaz, mais depuis que Zaz existe, on vous appelle comment? Zaz, la vraie, celle qui se douche?
Ahmed Silla. Alors Ahmed, vous avez déclaré que grâce à On ne demande qu'à en rire, vous avez pu tourner dans Alice Nevers, Le juge est une femme. Ouais. Si vous aviez eu une bonne note, vous auriez joué dans quoi alors du coup? Thierry, j'y vais. Bonne émission. Merci. C'était Tom Villa, notre stagiaire, qu'on retrouve ici la semaine prochaine et qu'on retrouve à partir de ce soir jusqu'au 2 janvier 2016 au théâtre de l'Apollo. Camping Paradis, Danse avec les stars, il est au top, Laurent Rournac. Laurent Rournac, rebonsoir. Oh, bonsoir. Alors pour vous, c'est en 2004 que le destin a frappé. C'est flippant, hein. C'est Vous flippant. répondez à une annonce de TF1 qui cherche un comédien un peu enrobé entre 25 et 30 ans, et ce sera Mon incroyable fiancé, la télé-réalité qui bidonnait la télé-réalité. C'est-à-dire Énorme. c'était l'accomplissement, je crois, de tout ce qui avait été fait en télé-réalité. C'est-à-dire que, Ouais. en plus, la télé-réalité a toujours été accusée d'être bidonnée. Donc, du coup, Ouais. là, c'était vraiment le côté assumé de dire, voilà, on va scénariser la télé-réalité. Ouais. On va prendre des comédiens qui vont venir jouer une situation face à une candidate qui, elle, sera vraiment castée pour une émission de télé-réalité. Et finalement, c'est un peu un mélange de Génial. surprise et d'une caméra cachée avec Génial. vraiment une télé-réalité plus... Alors, carton absolu, évidemment, de Mon incroyable fiancé. Le dernier épisode a fait 10 millions de Français. C'est-à-dire un Français sur 6, quand même. Eh, ça vous changeait de 10 personnes dans une salle de judo qui sent les pieds. Oui, c'est ça. Bah, je venais, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes aussi. Alors moi, je faisais pas forcément du one man ou du stand-up, je faisais de l'impro. J'ai fait Avec la ligue Papy. d'impro avec Papy, À Trappes. qui était à Trappes et qui avait découvert Jamel quelques années auparavant. Et voilà, et j'ai dit, mais ce truc-là est génial, je veux faire ça. Et je me suis lancé à corps perdu là-dedans. Et voilà. Et voilà, ça m'a amené petit à petit à mon incroyable. Mon incroyable fiancé, ensuite, 2 ans plus tard, Camping Paradis. Premier épisode, 9 millions de téléspectateurs. Ouais. Bah, c'était aussi une époque où il n'y avait pas la TNT, donc c'était encore des Ouais, d'accord, chiffres qui vraiment. faisaient rêver. Et alors voilà, on retrouve Tom Delorme, donc lundi soir, sur TF1 à 20h55. Et le samedi, il y a Dals. Ouais. Danse avec les stars. C'est une émission aussi qui a marqué ma vie en tant que participant quand j'avais dansé il y a 2 saisons de ça. C'est génial en fait en tant qu'artiste de pouvoir aller faire une émission tous les samedis soirs où le but est d'apprendre un art qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et malgré tout chaque samedi soir de devoir fournir une prestation visuelle. C'est une émission pour faire la fête où tout le monde danse et voilà, et danser, on a tous envie de danser quand la musique nous plaît, je veux dire. Regarde. Voilà. Hey! Tu pourrais le faire, hein. Sans musique. Sans musique. Ils ont viré Djibril Cissé, mais tu pourrais y aller. Comme animateur, vous progressez très très vite. La preuve, Enora Malagré vous déteste déjà. Elle a dit que vous manquiez de classe, d'humilité et que vous parliez trop fort. À mon avis, elle a peur que vous lui piquiez sa place. Hein. Bah, j'ai beaucoup d'ambition, donc effectivement, Bah j'adorerais être à sa place. Alors, quand TF1 vous a proposé Danse avec les stars, il n'était pas au courant de votre opération. Non. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'avez pas perdu 53 kilos pour présenter Danse avec les stars, mais vous ne présentez pas non plus Danse avec les stars parce que vous avez perdu 53 kilos. Ils m'ont fait danser avec 53 kilos de plus et c'est ce qu'ils voulaient. Donc il n'y avait pas de raison de dire, mais par contre, pour présenter, il faudrait qu'ils perdent du Ouais, poids. Non, non. non, j'ai perdu du poids pour Ils moi. sont parce pas que j'avais- machiavéliques à ce point-là, Bah quand même. ouais, Non. non, il ne faut pas imaginer que la télé Non. est aussi tordue que ça. C'est vrai que c'est très spectaculaire quand même, donc on a rarement vu ça. Il y a Ah des ouais, gens et- qui prétendent que vous avez enlevé Laurent Rournac pour prendre sa place. Oui, oui, en fait, le vrai est détenu dans une... Moi, je vous rassure, il a de très bonnes conditions de détention. hein. Détention. On le retient dans une confiserie, donc tout va bien pour lui. J'ai une question, Laurent. Est-ce que quand on change comme ça de physique aussi
Je sais pas si c'était de manière brutale ou si c'était progressif. Est-ce que tu vis les mêmes choses ou Ben non, parce que le regard des gens, la il vie change change, la vie change complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est assez brutal parce que oui, j'ai perdu quasiment là maintenant 60 kilos en l'espace de presque un an, à peine un an. Alors aujourd'hui, je peux faire Batman. Hein. J'ai la peau sous les bras, ça pend un peu, forcément, ça fait cap, je peux voler. Mais je veux dire, c'est pas très grave par rapport au fait où on se retrouve une silhouette, on se retrouve un souffle, une endurance, on retrouve une tonicité dans les muscles qu'on n'avait plus. C'est votre grande fierté maintenant. C'est quand les gens vous confondent avec Kate Moss. Donc, voilà, vous êtes fait enlever 75% de l'estomac. Vous dites, aujourd'hui, j'ai l'estomac d'un enfant de 3 ans. Je suis plein avec un steak haché, une cuillère à soupe de riz et 4 haricots verts. Vous pensiez un jour avoir le même régime alimentaire qu'une tortue? Non, je pensais pas. Et puis c'est vrai que, par contre, le vrai avantage de tout ça, c'est que je peux manger ce que je veux. Vous utilisez les patchs Nutella? Non. Mais non, parce que je peux manger du Nutella, c'est ça qui est génial. C'est que par contre, à 4 heures, j'ai envie de me faire une petite tartine de Nutella. Je me fais plaisir, je me fais ma petite tartine de Nutella. Alors, vous avez fait quoi de vos vieilles fringues, des parachutes? Non, j'ai tout donné à des associations. ouais. J'ai tout donné. J'ai gardé un seul truc de l'époque, c'est mon costume de mariée. Je me suis marié en 2014. Ouais. Et bizarrement, j'ai réessayé l'autre jour mon costume de mariée avec ma femme. Et en fait, elle rentre dedans avec moi. Parce que, en gros, ce que j'ai perdu, c'est à peu près la silhouette de ma femme. Et du coup, hop, on rentre à deux comme ça. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, Laurent, d'être victime du syndrome Sonia Dubois? C'est-à-dire que le public l'a boudée quand elle a maigri. Regardez. Vous seriez prête à redevenir obèse pour retravailler à la télé sur une grosse chaîne? C'est le terme grosse chaîne qui est sympa. Ouais. 130 kilos, non, mais si je fais 95 kilos et que je rebosse, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a aucun souci. Ouais. Donc il vaut mieux être grosse et célèbre que mince et oubliée, finalement. Ah, ben bien sûr que oui. Ouais. Alors, imaginons que vous deviez faire un rôle à la De Niro, vous prenez 40 kilos. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Sur le papier, pour dire si on me promettait un rôle à la De Niro extraordinaire qui changerait toute ma vie, ma carrière, j'en sais rien, évidemment, ça pourrait me faire rêver en tant qu'acteur. Après, effectivement, dire reprends du poids pour rebosser si tu bossais plus. Non, honnêtement, j'ai toujours eu énormément de recul sur ce que je faisais. Contrairement à ce que pense Enora Malagré, je suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Je vis ce que j'ai à vivre. Le jour où il y aura plus rien à vivre, bah, ça sera le moment de faire autre chose. Alors en tout cas, ça dure un temps. C'est maintenant formidable. vous savez que vous pouvez vous présenter à la présidentielle, voire serrer Jules Gaillet. Ça lui a bien réussi. J'ai déjà un scooter, donc ça part pas mal. Hein. Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Zazie, de Laurent Rournac et d'Ahmed Silla. Laurent Rournac, rebonsoir. Autant vous le dire, j'ai un rêve inassouvi. Passer des vacances avec vous dans un camping. Eh ben, franchement, ça peut s'arranger. J'ai un petit côté Joséphine Ange Gardien quand je veux. Je claque des doigts et hop, on est au camping. Ah ben génial. Allez. Putain, j'ai l'impression de faire rendez-vous en terre inconnue, là. Je me suis fait la barbe à la Frédéric Lopez. Ouais, t'es moins gros que lui. Tu sais quoi? J'aurais dû mettre un short et des tongs, je suis con. Ils en font des très beaux modèles en noir. Hein. Tu bois quoi, pastis, rosé? Rosé. Je suis pas très branché à Nice. C'est marrant, moi j'aime pas le rosé, c'est un vin qui a pas choisi son camp. Quand j'étais petit, je croyais vraiment qu'il fallait mettre du rouge et du blanc mélangé, puis ça faisait du rosé. Et le saucisson, t'as complètement arrêté, là, non? Tu limites à 1 ou 2 par jour? J'en mange moins. J'en mange toujours, ouais. Mais j'en mange moins. Du coup, j'ai un procès avec mon charcutier, parce que j'avais un abonnement un peu à... Ah putain, t'as bien maigri quand même, hein. Tu sais qu'avec les copains, on te reconnaît pas. Hein. D'ailleurs, c'est toi ou pas? Si, c'est moi.
C'est toi? Oui, c'est moi. Avant, on t'aimait bien parce que t'étais un peu gros, mais maintenant, on va t'aimer pourquoi, alors? Bah, du coup, on pourrait m'aimer pour, je sais pas, pour mes qualités intérieures, Ah. ma beauté intérieure. Ta pour ce que beauté je suis. intérieure. Tu vois, autre chose qu'une plastique, finalement. J'avais l'impression, à un moment, d'être arrivé à être qu'un bout de viande, Ouais. que les gens s'arrachaient à longueur de temps. Les femmes, comme ça, dès que j'arrivais, que je me dénudais un peu, hurler. Ouais. Du coup, voilà, j'ai eu envie de changer de physique pour aussi pouvoir proposer autre chose aux Te gens. taper d'autres gonzesses, en fait. Dis-moi, Laurent, pareil que tu vas quitter le camping. T'as trouvé un boulot à Paris, c'est ça? Non, j'ai trouvé un autre mi-temps à Paris, donc du coup, j'essaye de faire un Ah mi-temps ouais. en camping et un mi-temps à Paris. Alors, il paraît que maintenant, monsieur danse avec les stars. Hein? T'étais pas mis en short avec nous qu'avec ton costume et ton micro, là, non? Bah, le short, c'est cool quand je tourne camping au mois de juin et au mois de septembre. Ouais. Après, quand on tourne en ce moment au mois de novembre, je suis bien content d'être dans un studio chauffé à Paris. Tu vas faire l'animateur, bon. Mais quand même, la télé, c'est un peu pédé, drogué et compagnie, non? T'as pas peur de ça, Laurent? Bah, comme je dis, j'aime bien vivre des expériences. Je me dis, si ça doit me permettre de vivre des nouveautés. Ah bah là, ça va J'ai être une 35 nouveauté, ans, ouais. voilà. Je veux pas mourir idiot, On est bien ici, non? On est tranquille, à la fraîche. décontracté du gland. Allez, rebois un truc! Allez, tiens. Zazie, rebonsoir. Votre vrai nom, c'est Isabelle Marianne de Truchy de Varennes. Alors, dans le showbiz, c'est pas top, mais pour devenir pote avec Stéphane Bern, c'est bien. Alors, vous avez choisi Zazie. Au Scrabble, c'est 23 points en 5 lettres. Ouais, c'est ça. Bon, je comprends pourquoi. Et vous avez réagi comment quand vous avez vu Zaz arriver sur le marché? Au début, je trouvais ça un peu ballot, mais parce que voilà, c'est vrai qu'on est aussi Ouais. identifié par son prénom, mais en même temps, je l'ai rencontrée, elle est sympa comme tout, on fait pas la même musique. C'est comme si un chanteur s'appelait Johnny Ali. Alors, vous avez un parcours étonnant, hein, Zazie. Aristocrate, père baron et architecte, mère musicienne, vous faites des études de kiné, ensuite des études de langues étrangères, avant de devenir mannequin. Waouh! Oh, la photo, elle est bien, celle-là. Où est-ce que vous l'avez trouvée, celle-là? Ah oui, c'était ma petite époque du Guesclin, ouais. Et puis vous enregistrez une chanson pour les nuls, faites des voix dans la pub, et un premier album en 1992 qui s'appelait Je, tu, il. Et après, il y a ça. Sourd devient sourd, toutes ces sirènes dans nos cours, ça nous gêne. On a beau changer de chaîne, le cœur est lourd, toutes ces alarmes. Fallait rester zen, soyons zen. Tout sang froid dans les veines, soyons zen. T'es bien plus beau comme ça. Un point, c'est tout. Un point, c'est toi. C'est toi contre moi. On se retrouve, on se perd, Et moi contre toi. on se révolte, on se soumet. Je n'attends pas de toi que tu sois la même. Je n'attends pas de toi que tu me comprennes, mais seulement que tu m'aimes. Moi, je suis fan. Je suis. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Tu vois, je suis pas nous. Je suis le roi de l'illusion. Zazie! C'est fou parce que c'est là où on se rend compte à quel point une artiste peut nous avoir accompagnés tout au long de notre vie. C'est des souvenirs sur... voilà, c'est dingue. C'est transgénérationnel, Zazie. Ouais. J'ai eu peur. Ça m'a fait peur. Alors, aujourd'hui, vous sortez Encore heureux. Ce sont des morceaux un peu électroniques, alternés avec des plages acoustiques. Le tout quand même assez mélancolique. Hein.
un truc en hic, quoi. Ouais. Absolument. On regarde à quoi ça ressemble. Fais pas la tête et viens danser la discote. L'amour, ça se fête avant de le faire. Oh, oh, oh. Disco, extrait de Encore heureux, le nouvel album de Zazie. Alors vous êtes en tournée avec Le Retour, drôle, à partir du 20 février, les Folies Bergères du 16 au 19 mars. Hein. Alors l'album est réalisé par votre ex-compagnon Philippe Paradis, vous êtes séparés de lui pendant l'enregistrement. Vous avez déclaré « C'est difficile d'être fidèle aujourd'hui parce que nous confondons nos désirs et nos besoins. » Oui, je pense. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'octroient une liberté, qui font un peu comme ce qui se passe en Angleterre, c'est-à-dire ils ont deux verbes, il y a make love et have sex, que je trouve assez intéressant parce que ça, on peut aussi caractériser l'amour selon le compagnonnage. Moi, j'aime bien l'idée de compagnonnage malgré tout. Ouais. J'aime bien l'idée, pas forcément de quotidien, mais de se dire, tiens, quand on regarde un beau coucher de soleil, on peut se retourner vers quelqu'un, de faire un. Ouais. Voilà. Mais dites-moi, Zazie, J'adore. Moi, j'adore en cette musique. écoutant l'album, vous avez pensé à lui toute la journée quand même, non? Alors ça, c'est les petits moments bizarres de la promo qui consistent à, je pense que ni lui ni moi n'avions forcément prévu le cours de ces choses-là. Mais bon, ça nous arrive, quoi. Je pense que ça arrive à d'autres gens. C'est vrai que dans mes chansons, je parle pas forcément de lui. Le jeu, c'est aussi la vie rêvée, la vie fantasmée, la vie d'avant, la vie d'après. Donc Dieu merci, il me reste plusieurs vies, j'espère. Philippe, si tu nous regardes. Et puis... Encore heureux qu'il y ait The Voice. Hein? Alors je rappelle le concept de l'émission. Des gens qui aimeraient devenir des stars de la chanson sont jugés et coachés par des gens qui aimeraient redevenir des stars de la chanson. C'est moche de dire ça. C'est terrible. Alors c'est votre deuxième saison. Vous avez hésité avant de re-signer. Après le départ de Jennifer, il faut dire que vous vous retrouvez avec les pantalons en cuir de Garou, les pantalons en serpent de Pani, les pantalons multicolores de Mika. Donc voilà, Ouais. vous avez déclaré, vu le départ de Jennifer, je vais devoir mettre des jupes. C'est pas plutôt des strings? Non, moi j'aimais bien l'idée de parité. Je pense que nous les filles, on a un petit côté maman aussi, avec un petit côté nounou avec les candidats. J'ai envie de lui faire un câlin, moi, quand je vous regarde. Oh non. Et maintenant, nous passons à notre T'es qui toi de la semaine. Alors Ahmed Sinara, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, vous êtes ici ce soir pour des raisons de quota. Nous devons inviter des minorités peu visibles à la télévision. Et vous êtes ici en tant que comique drôle. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, parce que des Noirs, il y en On a a explosé plein. le quota, là. Ouais, il y a déjà plein d'orchestres. Alors vous n'êtes pas un jeune de banlieue, vous êtes un jeune de province. Ouais. Vous êtes de Nantes. Est-ce que ça fait partie de ces villes où il y a plus de racistes que de Noirs? En tout cas, moi, très bizarrement, je l'ai jamais vécu, en fait. Ouais. La seule... c'était à Paris. Donc, mes premières années à Paris, il y a une dame comme ça, d'une cinquantaine d'années, qui retire de l'argent et elle fait tomber un papier par terre. Ouais. Moi, je me mets derrière elle, je dis « Excusez-moi, madame ». Elle me fait « Non, non, non !» Je vous jure. J'ai laissé le papier, je suis parti. J'ai pas retiré d'argent. Alors, vous êtes de Nantes. Ouais. Est-ce que vous êtes supporter des Canaries? Et à fond. Une équipe de foot qui s'appelle les Canaries de Nantes, c'est... Enfin, vous me direz, il y a les chefs de Marseille aussi. Ouais. Hein. Alors, vos parents vous ont mis dans une école catholique. Ouais. J'ai fait toute ma primaire et l'essentiel du collège et du lycée dans des écoles privées catholiques. C'est là que vous commencez le théâtre et vous découvrez que vous avez ce qu'on appelle les funny bones,
si vous êtes capable, comme ça, juste quand on vous voit, de faire rire les gens. Bah ça m'a sorti de pas mal de situations et en fait c'est même pas moi qui ai découvert ce truc-là. En fait je faisais tellement chier les profs en cours et je faisais rire mes camarades que un jour ils m'ont dit vas-y viens avec nous au théâtre et tout. Donc moi je voyais le théâtre comme Molière etc. Je dis jamais de la vie. Moi j'étais malade ou quoi. Et donc j'y suis allé et je suis resté sur le cul quoi. Alors en 2011 vous inscrivez au casting de On ne demande qu'à en rire. L'émission de Laurent Ruquier qui à l'époque est animée par Michalak. Vous ferez 40 passages dans cette émission. Vous participerez à 2 primes. Vous vous souvenez quand Jean Benguigui et Catherine Barma essaient de vous expliquer ce que c'est d'être drôle? Je m'en souviens pas, non. C'était terrible. Alors vous êtes donc actuellement sur la scène de la Comédie de Paris avec votre nouveau spectacle intitulé Ahmed Silla avec un grand A. C'est une chance que vous appeliez pas Quentin. On va parler de votre père. Ouais. Très très sévère votre père. Je l'ai pas vu souvent rire. Moi, en fait, la dernière fois que j'ai vu mon père rigoler, c'était en 2002, donc à la Coupe du Monde. Et quand le Sénégal avait battu la France, il a dit hey, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Et ma mère, elle a dit mais hey, tu as quand même vécu la naissance de tes enfants. Comment tu peux dire ça? Il a dit hey, j'ai des enfants, mais ils n'ont pas battu la France. Ah, c'est bien. Super drôle. Et puis, un jour, vous racontez à votre père que vous avez des mauvaises notes en maths parce que la prof est raciste. Et en fait, la prof s'appelait Sissoko. Et voilà. Donc, c'est tombé à l'eau. Je m'en suis pris une bonne. Il y a un truc très émouvant dans votre spectacle, c'est quand vous parlez des pensions des tirailleurs sénégalais. Ouais. Parce que la France, faut le dire, s'est montrée absolument ingrate avec les Juifs qui se sont battus en 14 pour la France, qui ont été amenés dans des camps en 40. Ensuite, avec les Harkis, qui ont défendu la France, voilà, en Algérie. Et les tirailleurs sénégalais, depuis l'indépendance, ils n'ont plus leur pension. Exactement. En fait, dans le spectacle, les gens écoutent ce truc-là, mais en même temps, ils rigolent et ils se disent ah, mais le con, il m'a touché avec son grand-père. C'est très touchant et c'est un scandale. Alors, vous êtes très bonne critique, donc le Figaro vous adore, ça c'est incroyable. Vous êtes le noir préféré du Figaro depuis Bocassa. Eh ben, ça me fait plaisir. Vous avez déclaré « Le cinéma m'intéresse beaucoup ». Vous avez pris une carte UGC illimitée, c'est ça? Alors Ahmed, je sais que votre mère a une place très importante dans votre vie et votre carrière. Vous lui devez beaucoup. Ouais. Je vous propose qu'on la fasse venir pour l'interview, là. Ok. Alors, Madame Silla, bonjour, bienvenue. C'est votre première télé. On vous sent un peu stressé, hein, mais tout va bien se passer, rassurez-vous. Hein. Stressé? Pourquoi stressé? Ah, moi je suis pas stressé, hein. C'est toi qui es stressé. Regarde, tu es tout blanc. On passe à l'interview fils à maman. Ahmed, ça vous fait plaisir de vous retrouver assis comme ça, à côté de votre mère? Ouais, c'est mon rayon de soleil. Ah oui? Ah, un rayon. Dans tout le soleil, là, moi je suis un rayon. Ah, si tu veux être gentil, tu dis la moitié c'est bien. Ma mère, c'est un demi-soleil. Hein? Là, c'est bien, là, ça réchauffe le cœur. Ahmed, on peut le dire, votre mère a joué un rôle immense dans votre parcours. Vous lui devez énormément. Ouais, moi je pense que je lui dois tout. Ouais. Ouais. Non, c'est bien. Il a bien répondu. Allez, question suivante. C'est quel genre de mère, votre mère? Ma mère, c'est une vraie maman poule. Sauf que moi, je ne pompe pas des œufs. Hein. De toute façon, moi, quand j'ai fait des blagues, personne ne rigole. Ahmed, qu'est-ce que vous lui avez jamais dit à votre maman que vous aimeriez lui dire ce soir? J'aimerais lui dire, maman, je t'aime, mais arrête d'essayer de faire des vannes, laisse-moi faire, c'est mon métier. Madame Silla, vous auriez aimé qu'il fasse quoi comme métier, Ahmed? Bon, déjà, j'aurais aimé qu'il fasse un métier. Hein? Parce que ça, c'est pas un métier, ça. Ça, c'est pour rigoler des gens, c'est de la rigolade. C'est comme notre président. C'est pas son métier, hein? C'est pour faire rigoler des gens. Ahmed, vos parents, ils sont fiers de vous aujourd'hui, quand même, non? Ouais, ils sont très fiers de moi. Ma mère, elle est quand même très fière de ce que je fais. Mon père, il est très fier de ce que je gagne. Vous avez fait des études,
Vous avez eu votre bac. Bien, bien. Alors après le bac, vous êtes lancé plus sérieusement dans l'humour. Vous avez percé grâce à On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier. Il a été comme une deuxième maman pour vous. Hein. Ah, ça, je le savais. Je t'avais dit, Laurent Ruquier, c'est une fille. Ah, ça, je savais. Qu'est-ce qui vous a appris, Laurent Ruquier? Laurent Ruquier, il m'a beaucoup appris, il m'a surtout beaucoup inspiré. Grâce à lui, j'ai arrêté les jeux de mots. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire rire au départ? Mais Ahmed, il est né drôle. Ahmed, il est né drôle. Son corps, il est drôle. Ahmed, c'est simple. Quand il est né, moi, quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai pas pleuré. Hein? Ah non, j'ai rigolé. En fait, c'est simple. Ahmed, c'est la meilleure blague de son père. Ça marche plutôt bien pour vous. Hein. Avec les filles, j'imagine que c'est l'autoroute. Cette rumeur entre Nabila et vous, c'est quoi? Je suis toujours en vie. Et vous voyez où dans 5 ans? Dans un miroir. De toute façon, moi, quand j'ai fait des blagues, personne ne rigole. En tout cas, Tirard du Son, merci beaucoup. C'était excellent, l'émission. Les gens, ils sont excellents. Merci beaucoup. Hein. Bravo. Merci beaucoup. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est l'historien Fabrice d'Almeida que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, Mein Kampf. On nous cache tout, on nous dit rien. Faut-il republier Mein Kampf? Aujourd'hui, le texte est en accès libre sur Internet, mais l'an prochain, les éditions Fayard devraient rééditer la version papier. Alors, Hitler sera-t-il en tête de gondole? Fera-t-il la une de tous les magazines? Son bouquin se classera-t-il parmi les meilleures ventes? Hitler ira-t-il faire sa promo chez Ruquier? Bienvenue! En réalité, Mein Kampf est une sorte de long discours que Hitler a dicté en prison après son coup d'État raté en 1923. À ce moment de l'histoire, Hitler n'est qu'un loser obsédé par la haine des Juifs. S'il a raté le concours du conservatoire de Vienne, c'est la faute des Juifs. Si son putsch de Munich a échoué, c'est la faute des Juifs. Si l'Allemagne a perdu la guerre 14, la faute des Juifs. Mais, comme c'est écrit dans Mein Kampf, la propagande est une arme terrifiante dans la main de celui qui sait s'en servir. Et Hitler sait s'en servir. La preuve, en 1933, après la victoire des nazis aux législatives, il accède au pouvoir. Dès l'année suivante, un éditeur parisien décide donc de traduire et de publier Mein Kampf en France. La Ligue contre l'antisémitisme distribue même 4000 exemplaires du livre aux journaux, aux syndicats, aux représentants religieux, pour alerter l'opinion face à Hitler. Mais personne ne réagit. Encore mieux, Hitler porte plainte pour interdire la parution du livre qui dévoile ses projets, et la justice française lui donne raison. Le livre est interdit. En 1934, personne ne prenait vraiment Mein Kampf au sérieux. Et puis en 1939, Hitler a envahi la Pologne. En 1940, il a envahi la France. En 1941, il a envahi l'URSS. Et en 1942, il a décrété la solution finale. On comprend qu'aujourd'hui Mein Kampf soit devenu un livre maudit. Alors, quel intérêt de republier ce livre de propagande qui fut la Bible du nazisme, distribué à plus de 12 millions d'exemplaires en Allemagne? Eh bien, par exemple, en lisant Mein Kampf, on découvre que Hitler accuse la France de menacer la pureté de la race blanche parce qu'il y a des Noirs dans notre armée. Parmi ces troupes se mêlent soldats de la métropole et soldats de l'Empire. Ils ont été ensemble à la peine. Il n'est que juste qu'ils soient ensemble à l'honneur de préparer la victoire. Ainsi, la lecture de Mein Kampf est l'occasion de se rappeler que 70 ans après sa mort, les idées racistes d'Adolf Hitler courent encore. On nous dit rien. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Fabrice d'Almeida, bonsoir. Vous êtes historien, professeur à Paris 2, et vous avez publié en octobre Sur les traces des serial killers aux éditions La Martinière. Bienvenue parmi nous. Alors, faut-il rééditer Mein Kampf? Et si oui, peut-on avoir une version dédicacée par Jean-Marie Le Pen? On va voir le pour et le contre. On va commencer avec le pour. Alors, Fabrice, vous êtes à l'origine du projet de réédition chez Fayard. Première question, il y a quoi dans ce livre? Il y avait, dans le projet qu'on avait imaginé, on reprenait le texte original,
on le traduisait parce qu'on considère que l'édition qui a été présentée dans le petit sujet date de 1934. C'est pas le même vocabulaire, il y a des mots qui ont changé, il y a des notions qui ont changé. Et les historiens travaillent sur le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale depuis maintenant plus de 70 ans. Donc il y a énormément d'avancées intellectuelles. C'est pour ça que c'était intéressant de revenir aux sources. Donc vous publiez avec des commentaires. Qu'est-ce qu'il y a comme commentaire à part c'est pas bien de tuer les juifs, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a, par exemple, 50 noms propres. C'est qui les personnes dont il parle? Il utilise des concepts, y compris racistes. D'où viennent-ils? Comment les a-t-il élaborés? Comment a-t-il bricolé son truc? Les bénéfices vont aller à qui? Alors, dans le projet que j'avais monté, je pense que l'actuel PDG de Fayard fera la même chose, on reversait les bénéfices à une association, en l'occurrence, soit le mémorial de la Shoah, soit nous, on avait commencé à discuter un petit peu avec les gens d'Yad Vashem. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, Mein Kampf est autorisé en France. Il y a eu encore en 1979 un arrêté de la Cour d'appel de Paris qui dit que c'est un document indispensable à la connaissance historique contemporaine. On le trouve facilement, Mein Kampf, en France. Alors, généralement, les libraires le demandent qu'on le commande et veulent vraiment s'assurer qu'on vienne le chercher parce que très souvent, ce qu'on faisait dans les années 70-80 quand on était d'extrême droite, c'est qu'on se pointait dans une librairie, on disait « je veux Mein Kampf », on le commandait et on venait pas le chercher. Comme ça, le pauvre libraire le gardait et attendait éventuellement de le vendre. On l'a aussi très facilement en ligne. Ouais. Alors, la première publication date de 1934. En français. Aux nouvelles éditions latines, maison d'édition proche de Charles Maurras. Et il y a encore quand même 2500 exemplaires qui sont vendus en France chaque année. Oui, il y en aura sûrement plus cette année, puisque comme on en a beaucoup parlé, ça intrigue, ça réveille de la curiosité, et donc il y a un certain nombre de gens qui veulent revenir aux sources pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces tueurs, parce que ces tueurs de masse comme Hitler, c'est comme les tueurs en série, on se dit qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, c'est quoi leur idéologie, c'est quoi leur pensée. Alors en Allemagne, il était interdit, le livre, mais le 1er janvier 2016, il tombe dans le domaine public, et il va y avoir une édition en allemand, donc avec 2000 pages de notes. Alors ça, c'est le pour. Alors le contre, il y a Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui dit « c'est la négation de l'idée d'humanité universelle. Éditer, c'est diffuser, et on va rendre ce livre accessible à n'importe qui, désormais. » Ce qui me frappe quand j'entends ça, c'est que je pensais, sous l'Empire romain, quand il y avait un empereur qui avait été chassé du pouvoir, on effaçait son nom de tous les monuments, on gommait son image. Ça s'appelait la damnatio memoriae. On avait maudit sa mémoire et on devait l'oublier. Mais nous, on est rentré dans une autre logique. Dans l'Empire romain, on voulait oublier le mal. Nous, au contraire, depuis que nous faisons de l'histoire de manière scientifique, depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle, notre objectif est de se souvenir du bon comme du mauvais, pour éviter de reproduire exactement les mêmes actes, les mêmes erreurs, les mêmes illogismes. Donc pour moi, c'est une occasion unique d'une pédagogie très très large. Republication de Mein Kampf avec un appareil critique. C'est indispensable, sinon ça tombe sous le coup de la loi. Ahmed ? Moi, il y a juste cette petite question que je me pose, comme les films, avec ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Oui, on sait très bien qu'un film. Pas des gens à la violence. Voilà. Est-ce que ça ne va pas inciter à certaines personnes à se dire, tiens, tu vois, qui sont en mal de leur personne, comment il a fait lui, et peut-être s'identifier à ça, puisqu'il y en a encore des gens qui vont aller taguer des croix gammées. Donc il y en a qui peuvent s'identifier à ça. Est-ce que vous n'avez pas peur de, sans convertir tout le monde, mais qu'il y en ait même, ne serait-ce qu'un ou deux qui soient convertis par les propos d'Hitler? Ça peut devenir juste catastrophique, je pense. J'ai l'impression que quand on regarde quand même statistiquement, ce sont des phénomènes tout à fait marginaux. Donc effectivement, je ne pense pas que ça, tout d'un coup, donne forme à la folie d'une personne de se prendre pour Hitler. Oui, ça ne va pas forcément réveiller un nouvel Hitler potentiellement, oui. Je pense pas, je pense même plutôt le contraire, parce qu'en fait, le garder aujourd'hui un petit peu comme un livre qu'on lit sous le manteau, oui, ça devient un petit peu sulfureux, un peu. Exactement, l'excitation pornographique d'aller chercher ce livre dans une bibliothèque cachée. Voilà, merci Fabrice Dalméda, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Sur les traces des serial killers, aux éditions La Martinière. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Jean-Luc Reichmann qui se livre dans son autobiographie T'as une tâche, pistache, chez Michel Lafon. À tout de suite.
terrienne. Oh, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Zazie, de Laurent Ournac, d'Ahmed Silla. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Jean-Luc Reichmann. Bonsoir. Alors, depuis plusieurs années, vous êtes régulièrement élu animateur préféré des Français. Et pourtant, Jean-Luc, vous partiez de loin, de très loin. Au début de votre vie, il y a cette tache sur votre visage qui vous pourrit la vie. Et aujourd'hui, cette tache, c'est votre identité, c'est votre force. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « T'as une tache pistache », publié chez Michel Lafon, et à 20h, dans Salut les terriens. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. Et on commence par une nouvelle insolite. Un agriculteur du Béarn a dressé son chien. Hollande pour aller à gauche, Sarkozy pour aller à droite. C'est pratique, hein. Le Pen pour aller à l'extrême droite. Le Pen! Le Pen! Mélenchon! Mélenchon! Qu'il est con ce chien! Mélenchon! Ah, c'est pratique. Si c'est un chien de troupeau pour essayer de ramener les brebis égarées. Du flot! Du flot! Viens, mémère, viens! Viens, mémère. Si c'est un chien qui pique tout ce qu'il trouve, copé! Au pied! Au pied, saleté! Si c'est un chien obsédé sexuel, DSK, laisse-le. Laisse-le. Putain, c'est un chien, pas tout ce qui bouge, merde! Oh, c'est pratique! C'est pratique. Cela dit, Hollande, pour aller à gauche, je suis pas sûr. Hein. Comme Hollande, il va un coup à gauche, un coup à droite, ça peut mal finir. Le chien peut se faire écraser. Hollande! Hollande! Merde, qu'il est con, ce chien! Le républicain Philippe de Vérac demande à Nicolas Sarkozy d'exclure le député de Levallois. Selon lui, les mises en examen de Balkany nuisent à l'image du parti. Et c'est délicat, hein. Demander à Sarko, qui est lui-même mis en examen, de virer un autre mis en examen. Entre voyous, il y a un code d'honneur. Je me demande comment l'inspecteur Colombo aurait résolu ce casse-tête. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pensais à un truc qui me chiffonne. On vous demande d'exclure Monsieur Balkany à cause de sa réputation et vous-même vous êtes mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Comme dirait ma femme, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je vous dérange pas plus, à bientôt. La visite de François Hollande chez Lucette, paisible retraité de Meurthe-et-Moselle, était totalement arrangée. Question préparée à l'avance, interdiction d'aborder certains sujets. Non, il n'a pas pu faire ça, le président. Lui qui reprochait à Sarkozy d'utiliser des figurants lors de ses déplacements. Il n'a pas osé tout bidouiller. Chez Lucette, on dirait un mauvais plagiat d'une chanson de Michel Delpech. C'était bien chez Lucette quand elle restait muette et qu'on bidonnait tout. Lucette, eh bien, c'était chouette quand elle faisait trompette et qu'on maquillait tout. Lucette. Mais oui. Depuis, on a appris que Lucette avait quitté son domicile pour se réfugier chez sa fille. Bon, Hollande dort chez lui, c'est le principal. Je dors à la maison.
Nicolas Sarkozy, furieux qu'on ait pu associer son nom à l'affaire Air Cocaïne. Le pire, a-t-il dit, c'est que je n'ai jamais fumé de ma vie. Encore une chose, Président. Dans l'affaire Air Cocaïne, pour vous défendre, vous avez dit « je n'ai jamais fumé de ma vie ». Or, la cocaïne, ça ne se fume pas. Ça se sniffe. C'est comme si on vous reprochait d'être végétarien et que vous répondiez « je n'ai jamais bu d'alcool ». Il y a un truc qui cloche. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, vous devriez peut-être essayer la fumette. Ah, je me dis qu'avec un peu de cannabis, ce petit problème d'épaule que vous avez, ça pourrait se stabiliser. Vous dérangez pas plus, Président, je connais le chemin. Jean-Pierre Foucault apporte son soutien à Christian Estrosi, candidat en région PACA, une démarche risquée d'après le journal Le Parisien. Non, Jean-Pierre, on le connaît tous ici, c'est un mec sensationnel, il peut pas soutenir Estrosi. Estrosi, un gars qui dérape en permanence, qui braconne sur les terres du FN. Non, c'est impossible. Si Jean-Pierre, il dit pas « je soutiens Estrosi, c'est mon dernier mot », ça compte pas. Une info un peu triste, 10 baleines se sont échouées sur une plage du Nord-Pas-de-Calais. Et oui, depuis que Marine Le Pen est candidate dans la région, les animaux, vous savez, ils ont un instinct, ils sentent les catastrophes arriver, les tremblements de terre, et ils préfèrent se suicider. On peut écouter le son de ces 10 baleines qui, avant de s'échouer, nous avertissent de la catastrophe à venir. Ça fout les jetons, hein. Ça fout les jetons. Florian Philippot, très fier d'avoir recruté Jean-Claude Bader, le sosie alsacien de Johnny Hallyday. Bah oui, quand on n'arrive pas à avoir l'original, on se contente de la copie. En tout cas, un Johnny Hallyday Front National sur scène, ça doit être quelque chose. Bon, c'est un Johnny alsacien, hein, donc si vocalement c'est pourri, vous m'en voulez pas, je sais. Non. Quand tu rêves d'expulser le migrant l'assisté et que les étrangers te donnent la nausée, quand tu veux tout fermer, être débarbelé, plébisciter Zemmour et ne plus faire l'amour. Allez tous ensemble! Merci beaucoup, à la semaine prochaine, merci! Voilà, c'était Stéphane Guillon, que vous retrouvez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Jean-Luc Reichmann, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Toulouse le 2 novembre 1960, père juif, né en Tchécoslovaquie, qui a dû fuir son pays en 1939. Il était recueilli par un curé et il a traversé la guerre caché au fond d'une église en pleine montagne. Et la guerre achevée, c'est le rideau de fer qui l'a empêché de rentrer chez lui. Il a passé 20 ans en France avec un passeport d'apatride, sans pouvoir retourner voir sa mère. Quand vous naissez, votre père est directeur d'un supermarché Mammouth dans la banlieue toulousaine. Votre mère, femme au foyer. Alors, elle est très en retard pour accoucher et elle vous donne la vie en tombant de la selle du Lambretta. Lambretta, c'est un scooter.
de votre père au pied du perron de la clinique. Quand je dis que je suis né sur un 2 roues, c'est quasiment ça, Ouais. effectivement. Il a failli mourir sur un 2 roues aussi. Oui, déjà. On va y venir. Oui. Dès la naissance, évidemment, on détecte cette tache de vin qui vous barre le visage. C'est un angiome. C'est une malformation qui résulte de vaisseaux sanguins anormalement dilatés. Voilà, c'est ça l'explication médicale. Et à l'école, vos petits camarades ne manquent pas de vous le faire remarquer. T'as une tache pistache, c'est le titre du bouquin. Et qu'est-ce que t'as bu, nez rouge? Donc ça a l'air de rien, mais bon, quand on est môme, c'est horrible. À un moment donné, le pire, c'est quand il y a un prof où j'ai 11-12 ans qui me dit l'attache au tableau. Ouais. Et à partir de là, par rapport aux petits camarades, il faut se battre, il faut lutter. Toi, tu étais certainement le gros, toi, tu étais certainement le black. Moi, voilà, j'étais l'attache au tableau. Alors, dès l'âge de 5 ans, vous subissez des traitements à la neige carbonique pour faire disparaître cette tache de naissance. On a carrément essayé de vous raboter le visage, quoi. Oui, c'était très, très douloureux. Le fait est, c'était insupportable. C'est l'impression d'avoir le visage labouré par une aiguille et la peau entaillée. Enfin, c'est des souffrances épouvantables. Ouais, quand on est gamin, c'est vrai que ça marque beaucoup. Et puis, quand je reviens un jour, je dis, maman, je crois qu'on va arrêter. Vous suppliez vos parents d'arrêter cette torture. Et vous acceptez, assez jeune finalement, l'idée de vivre avec cette tache de naissance sur le visage. Vous préférez ça que les supplices que ça vous inflige. Ah oui, obligatoirement. Ouais. Ça faisait beaucoup plus mal que ça faisait du bien. Et pourtant, vous en souffrez. Hein. Donc, c'est la tache, effectivement. C'est Reichmann le Rouge, en 6e. Ça peut être aussi le Schleu, parce que Reichmann, évidemment, le Bosch. Il y a même des mecs qui vous disent, dis donc, ils t'ont pas raté dans les camps. C'est-à-dire, à la fois, vous subissez des outrages du fait de cette tache, et du fait de votre nom et de votre origine, disons, juive. Ah oui, j'ai pris une complète, œuf, jambon, gruyère, c'est ça. Ouais, non, j'ai bien compris. Alors, ce qui est terrible, c'est que quand vous allez en boum, vous piquez un peu de fond de teint à votre mère. Et que je m'en rajoute un petit peu dans le rétroviseur Oui, de la mobilette avant d'entrer dans la boum. Ah oui, bien sûr. On voit très bien la scène. Alors, à 13 ans, vous partez 3 semaines en Tchécoslovaquie chez votre grand-mère, Mouti, donc. Oui. La veille du retour, vous avez une crise d'appendicite. Vous êtes à l'hôpital, sur la table d'opération, et il y a un quiproquo extraordinaire, c'est-à-dire que vous entendez qu'on va vous couper les cheveux. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, ce qu'on va vous couper, c'est les poils du pubis, donc ça devient drôle. Et là, vous réalisez que vous êtes capable de faire rire les gens. J'avais 12, 13, 14 ans, quoi. Donc c'était mes premiers, quoi. Et donc, ça te fait rire, toi. Et d'un seul coup, elle soulève le drap et je craque. Et je fais non. De retour en France, vous commencez à imiter votre prof, évidemment, Giscard d'Estaing, Georges Marchais, Chaban-Delmas. Alors, pour échapper à votre tâche et à ses conséquences, il y a plusieurs choses. Il y a le rire, donc, on vient de le dire. Il y a le karaté et il y a la moto. Oui, bien sûr. Vous êtes dingue de moto. Pour vous payer une mobilette, vous passez un été à l'atelier de charcuterie du Mammouth que votre père dirige. Et là, c'est horrible parce que vous décortiquez des têtes de porc toute la journée. Quoi. Ouais, et je sais ce qu'il y a dedans maintenant. En fait. Ouais, non mais c'est... Il y a un jour, le chef du rayon charcuterie du Mammouth de Toulouse vous envoie animer un stand, comme promotion. 5 jours anniversaire chez Mammouth. Et là, en 5 jours, vous vendez 4 tonnes de saucisses. Ouais. Il me détestait parce que dans le laboratoire de charcuterie, il travaillait jour et nuit pour effectivement achalander le lendemain matin. 4 tonnes et demie de saucisses en 5 jours, ouais. Et là, en fait, vous commencez des études, des machins, mais ça vous plaît pas. Vous partez, vous voyagez, vous avez décidé de voyager. Au retour, vous travaillez pour 2 radios locales. Mais le 10 juillet 1984, à 15h15, au volant de votre Yamaha 600 XT, vous percutez de plein fouet une R6, vous faites un vol plané 4 mètres de haut, vous retombez 40 mètres plus loin. C'est bien sûr. En lambeaux. Quand vous êtes allongé, vous entendez, il est mort. Ouais. Alors, bilan, 18 fractures, 130 points de suture, la rate éclatée, coma pendant 4 jours, et au réveil, on voit plus votre tâche. Hein. Vu la gueule que vous avez, tout est rouge. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, vous avez une chance sur 5 de remarcher. Quand vous sortez avec votre plâtre et vos béquilles, vous allez racheter une moto.
Parce que voilà, il faut y aller, il faut continuer, il faut avancer dans la vie. Et la moto, pour moi, ça a toujours été un sentiment de liberté. Ensuite, vous retrouvez donc les radios locales pour lesquelles vous travaillez avant. Vous commencez à interviewer des vedettes de passage. Ensuite, c'est Énergie, c'est Fun, tout ça à Toulouse. Et en 1987, vous montez à Paris et vous commencez dans la sélection des candidats pour la porte magique sur la 5. C'est la 5 de Berlusconi, hein, donc... Ouais, je me rappelle. Alors voilà, donc ensuite chauffeur de salle, voix des Guignols aussi, vous faites des imitations aux Guignols et la brosse à dents. Oui. Dans la brosse à dents de Nagui, vous faites la fameuse voix off qui est restée extrêmement célèbre, la brosse à dents, sa dent. Et c'est comme ça que Béatrice Esposito, gloire à sa mémoire, elle vous remarque. Ouais. Elle dit, faites les amours. Voilà, c'est elle qui met le pied à l'étrier. Ouais. Et elle tient, oh, j'ai pas changé du tout, hein, ça me fait plaisir. C'est la tâche maquillée, là. C'est-à-dire que là, c'est le début des amours. Et à l'époque, le producteur et les producteurs disent, ouais, mais pour ressembler au gendre idéal, tu sais comment ça se passe, il faut être beau, il faut être maquillé, etc. Et juste avant de rentrer sur le plateau, je suis pas bien, je me reconnais pas, tu sais comment ça se passe. Et je fais ça. Ouais. Et progressivement, je fais ça. Ouais. Donc tu vois, là, elle est mi-maquillée, c'est-à-dire que... un peu, ouais. Là, c'est au début où je commence à me dire, je me ressemble pas, donc je ne me plais pas comme ça. Là, vous décidez de plus maquiller votre tâche. Alors, Yves Bigot, donc à l'époque, accepte à condition que vous enleviez ces Doc Martens jaunes. Voilà, c'est ça, on se donne le choix et on s'amuse. Je dis, bon, soit c'est les pompes, soit c'est la tâche, qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, on aura une petite touche de couleur. Et donc, voilà, les chaussures jaunes sont sur mon piano dans la maison. Alors, la vraie revanche, c'est le jour où vous entendez « Ouais, mais toi, t'as réussi parce que t'es différent, t'es devenu célèbre parce que t'as une tâche. Ouais. » C'est extraordinaire. Mais voilà, c'est ça. Quelle revanche. Voilà, c'est un petit pied de nez, mais c'est t'as une tâche, pistache. Et c'est ta différence qui fait la différence, quoi qu'il arrive. Il suffit juste, voilà, d'avoir la belle énergie, d'avoir le travail et puis d'y croire. C'est une belle leçon, en tous les cas. De Toulouse à Paris, un parcours incroyable. Je vais dire un truc, juste un truc. Ouais. Il y a un petit gamin, une dame qui m'a écrit pendant longtemps, j'ai écrit ça dans mon bouquin. Et je lui dis, mais pourquoi vous m'avez écrit Elle me dit, je vous ai écrit des dizaines de lettres parce que mon fils a la même chose que vous. Mon fils, il a des soucis à l'école. Ça va pas, il a le même angiome que vous, il est plus grand, il est moins prononcé, mais il est plus grand sur le visage. Lundi 2 novembre, ici, même 2015, il y a 5 jours, je reçois un SMS, j'ai envoyé le livre, d'accord, à ce gamin. Et elle me dit, cher Jean-Luc, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois votre livre. Mon fils s'est empressé d'ouvrir le colis, de le lire, avec votre petite dédicace. Merci beaucoup, quel beau cadeau. Merci Jean-Luc de votre gentillesse, de vos conseils, de votre soutien. Mon fils va très bien. Je suis sûr que votre livre aura beaucoup de succès. Sachez que j'en ai déjà commandé 10 pour offrir pour toute la famille. Ce gamin maintenant, il fait rire ses petits copains. Il est quasiment dans les premiers à l'école, alors que ça n'allait pas du tout. Wow. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, c'était Salut les Terriens, notre talk du samedi avec Zazie. Merci Zazie. Avec Laurent Ronac. Merci beaucoup. Ahmed Silla. Jean-Luc Reichmann. Fabrice Dalméda. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.